Il y a des matchs qui font perdre des points et puis il y a des matchs qui te forcent à regarder ton équipe autrement. Ce Mallorca-Real Madrid, franchement, appartient à la deuxième catégorie parce que perdre 2-1 à son mois, dans l'absolu, ça arrive. Un déplacement piégeux, un retour de trêve internationale, des rotations, une équipe adverse qui joue sa survie, tout ça peut expliquer une soirée compliquée. Mais là, le vrai problème, il est ailleurs. Le vrai problème, c'est que ce match a remis en pleine lumière toutes les contradictions du Real Madrid actuel. Une équipe capable par moment de produire un football séduisant, de monopoliser le ballon, de créer des situations, de donner l'impression qu'elle contrôle les choses, puis quelques minutes plus tard, de s'effondrer sur des détails, sur des replis ratés, sur des choix mal sentis, sur une lecture collective beaucoup trop fragile pour un club de ce niveau. Mallorca a gagné 2-1 grâce à des buts de Manu Morlanes et Vedat Muriqi, avec une égalisation d'Eder Militão à la 28e minute, qui avait pourtant donné l'illusion d'un sauvetage madrilène, avant le coup de grâce dans le temps additionnel. Et au classement, cette défaite laisse le Real à 4 points du Barça, avec une pression énorme désormais sur la fin de saison et sur le quart de finale européen qui arrive contre le Bayern. C'est pas seulement une contre-performance, c'est un avertissement très sérieux. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur ce Mallorca-Real Madrid et honnêtement, il y a énormément de choses à dire parce que ce match est beaucoup plus révélateur qu'il n'en a l'air. Si tu regardes juste le score, tu peux te dire encore un match piégeux, encore un accident après une trêve internationale, encore une équipe de bas de tableau qui joue sa vie à domicile. Mais quand tu regardes le contenu, les choix de départ, la manière dont le match a tourné, la manière dont certains entrants ont modifié l'équilibre de l'équipe, tu comprends très vite que ce 2-1 raconte des choses beaucoup plus profondes. Mallorca était juste au-dessus de la zone rouge avant ce match et cette victoire lui permet de sortir un peu la tête de l'eau. Le Real, lui, avait l'occasion de mettre une vraie pression sur Barcelone avant le choc du soir et à la place, il s'est offert une défaite qui peut peser extrêmement lourd dans la course au titre. Et ce qui me dérange surtout, c'est qu'on a encore vu un Real capable d'avoir le ballon, capable de créer des occasions, capable même de dominer certaines séquences, mais sans jamais dégager cette sensation de puissance collective qui caractérise d'habitude les équipes vraiment sûres d'elles. Et pour un club comme le Real Madrid, à ce moment précis de la saison, c'est un problème immense. Déjà, il faut poser un constat clair. Le Real n'a pas démarré ce match comme une équipe morte, ni comme une équipe complètement perdue. Et ça, c'est important de le dire parce qu'un bon débrief doit rester juste. La première mi-temps n'est pas une catastrophe absolue du Real Madrid. Au contraire, il y a eu des choses intéressantes. Arbeloa avait choisi de démarrer avec Lunin dans le but, Trent, Rudiger, Huijsen et Carreras derrière, Tchouaméni, Camavinga et Manuel Angel dans le cœur du jeu, puis Arda Güler, Brahim et Mbappé devant. Donc, on était clairement dans une logique de rotation partielle avec des cadres sur le banc, notamment Bellingham et Vinicius, dont l'idée évidente de garder de la fraîcheur avant le Bayern. Et pendant un bon moment, ça ne s'est pas vu comme un choix catastrophique. Le Real a eu du ballon, le Real a trouvé des positions, le Real a réussi à mettre Mbappé en situation plusieurs fois et surtout, le Real a parfois donné cette impression de jouer un football un peu plus fluide, un peu plus collectif, un peu moins figé autour de ces grandes têtes d'affiche. C'est précisément pour ça que cette défaite est frustrante, parce qu'il y avait une base de match sur laquelle s'appuyer. Moi, ce qui m'a plu pendant cette première période, c'est justement cette sensation d'un Real un peu plus mobile dans ses circuits. Brahim a beaucoup décroché, Güler a essayé de porter le ballon et d'apporter du lion, Mbappé a eu plusieurs opportunités, et même si tout n'était pas parfait, tu sentais quand même une envie de faire circuler le ballon avec un peu plus d'idées. Le problème, c'est que cette domination restait incomplète. Le Real avait la possession, oui. Il a fini le match avec environ 64% du ballon, 15 tirs contre 6 pour Mallorca, 6 tirs cadrés contre 2. Donc, sur le papier, tu pourrais te raconter que cette équipe a fait le nécessaire pour gagner. Mais le football ne se joue pas dans l'abstrait. Il se joue dans la qualité des moments, dans la justesse des surfaces, dans la capacité à convertir les temps forts en but. Or, le Real, sur ce point-là, a été insuffisant. Mbappé a été trouvé, il a eu des opportunités, mais Leo Roman a fait des arrêts importants et surtout, il a manqué à Madrid cette capacité à rendre ses bonnes séquences réellement décisives. Le match, dès ce moment-là, envoyait déjà un message. Si tu ne tues pas Mallorca quand tu contrôles le match, Mallorca va finir par te punir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que le premier vrai basculement du match, il vient de ce but de Manu Morlanes. Et là, il faut être honnête, ce but fait extrêmement mal au Real, mais il n'arrive pas par magie. Il arrive parce que l'équipe madrilène a été trop permissive dans sa structure défensive, trop haute par moment, pas assez agressive sur le porteur, pas assez propre dans la couverture des courses. Pablo Maffeo sert Morlanes. Morlanes conclut, et à ce moment-là, tu vois déjà le problème fondamental du Real sur cette action. Le ballon arrive dans une zone où il n'aurait jamais dû arriver aussi facilement. Quand une équipe comme Mallorca, qui ne va pas te dominer techniquement, trouve ce type d'espace contre toi, c'est que ton bloc ne travaille pas comme il faut. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment décrocher de la copie madrilène. Parce qu'une grande équipe peut avoir des difficultés offensives, peut manquer des occasions, peut tomber sur un gardien en réussite, mais elle ne peut pas, à ce niveau-là, offrir des situations aussi lisibles à un adversaire qui demande que ça. Morlanes marque
Mallorca prend confiance, son mois s'enflamme et d'un seul coup, tout ce qui ressemblait à une première période plutôt contrôlée devient une première période mal payée, puis mal gérée, puis dangereuse. Et il faut parler du rôle de Maffeo aussi parce qu'il a été important dans cette soirée. Son apport sur le premier but compte évidemment, mais au-delà de l'assist, il a aussi incarné cette agressivité simple que Mallorca a mise dans son match. Mallorca n'a pas essayé d'être plus beau que le Real, n'a pas essayé de réciter un football supérieur. Il a essayé de faire ce qu'il fallait, défendre dur, sortir vite, utiliser les bons couloirs, servir Muriqi quand il le fallait, puis faire mal sur les courses de deuxième ligne. Et c'est là où je donne énormément de crédit à Mallorca, parce qu'on pourrait faire un débrief uniquement centré sur les problèmes du Real, mais ce serait injuste. Mallorca a joué un vrai match de survie, un vrai match de caractère, un vrai match d'équipe qui sait qu'elle n'a pas le droit de se raconter des histoires. Cette équipe savait qu'elle allait souffrir sans ballon, elle l'a accepté. Elle savait qu'il allait falloir tenir, courir, fermer les espaces, puis frapper au bon moment. Elle l'a fait, et émotionnellement, c'est un très gros match de sa part. Il fallait avoir du cran pour continuer à croire à la victoire après l'égalisation de Militon. À la 88e minute, beaucoup d'équipes se seraient écroulées. Mallorca, lui, est reparti chercher le match, et rien que pour ça, il mérite énormément de respect. Maintenant, revenons au Real, parce que le vrai sujet de ce match, c'est aussi la manière dont l'équipe s'est transformée, ou plutôt déformée avec les changements. Et là, je vais être très clair, c'est probablement la partie la plus intéressante du débrief, parce que l'entrée des cadres, qui était censée redonner au Real plus de force, plus de domination, plus de talent dans le dernier tiers, a au contraire donné par moments une impression d'équipe plus désordonnée, plus individualiste, plus hachée. Quand Bellingham est Vinicius centre, l'idée est évidente, mettre sur le terrain les meilleurs profils pour renverser Mallorca. Sur le papier, ça paraît totalement logique. Dans la réalité, c'est pas aussi simple. Parce qu'une équipe, surtout dans un match de ce type, c'est pas seulement une addition de grands noms, c'est un équilibre. Et là, j'ai vraiment eu la sensation que le Real a perdu une partie de son équilibre offensif et même collectif en cherchant à remettre trop de star power dans un match qui demandait surtout de la clarté, de la patience et de la structure. C'est pas un hasard si beaucoup ont eu l'impression que le jeu madrilène devenait plus brouillon à mesure que le match avançait. Chacun voulait provoquer, chacun voulait faire la différence, mais l'équipe, elle, respirait moins bien. Je vais prendre le cas Mbappé séparément parce que c'est impossible de ne pas le faire. Son match est l'exemple parfait d'un joueur qui peut être menaçant sans être réellement décisif et à ce niveau-là, ça finit par devenir un problème. Il a eu plusieurs opportunités importantes, il a été au centre de nombreuses séquences offensives du Real. Il a donné l'impression d'être celui qui pouvait à tout moment faire basculer la rencontre. Mais au final, il repart son but et quand tu regardes le poids du match, c'est forcément insuffisant. C'est pas qu'Mbappé a été transparent, ce serait faux. C'est qu'il n'a pas eu l'efficacité d'un joueur censé porter le Real dans ce type de rendez-vous. Léo Roman a gagné ses duels contre lui et quand un gardien comme ça commence à prendre confiance, c'est toute la physionomie d'un match qui change parce que derrière, chaque occasion ratée pèse plus lourd. Donc oui, Mbappé a essayé, oui, il a attaqué, oui, il a existé, mais le très haut niveau, surtout au Real Madrid, te juge sur ce que tu fais quand le match est à prendre. Et là, il a laissé passer trop de choses. Pour un autre joueur, on parlerait d'un match correct. Pour Mbappé, dans ce contexte, je trouve que c'est un match décevant. Vinicius, lui, est entré avec cette volonté habituelle de mettre du chaos, d'amener de la percussion, de faire reculer tout un côté. Sauf qu'encore une fois, le problème n'est pas son talent individuel. Le problème, c'est ce que son entrée a fait à l'équilibre général. À certains moments, tu avais l'impression que le Real attaquait avec des joueurs qui voulaient tous être l'accélération finale, mais sans qu'il y ait suffisamment de travail entre les lignes pour préparer cette accélération. Et c'est exactement là que le football devient injuste. Avec les grands noms, plus tu en mets, plus tu crois augmenter tes chances de faire mal, alors que parfois tu réduis la lisibilité collective. Vinicius a voulu provoquer, Bellingham a voulu exister entre les lignes, Mbappé a gardé son volume d'initiative. Et derrière tout ça, tu avais parfois un milieu beaucoup trop exposé et une défense qui pouvait être attaquée dès la première transition adverse. Donc non, je ne vais pas tomber dans le raccourci facile du type les stars font perdre le match, ce serait stupide. En revanche, je dis clairement que leur coexistence ce samedi n'a pas amélioré la copie du Real. Et ça, c'est un vrai sujet pour la suite. Bellingham, justement, mérite aussi une vraie analyse parce qu'on sent qu'il n'est pas encore dans une continuité physique parfaite. Arbeloa lui-même a reconnu avant et après le match qu'il revenait progressivement, qu'il fallait y aller étape par étape et ça se voit. Ce n'est pas une critique contre lui, c'est un constat. Quand Bellingham est au top, il donne au Real un volume, une autorité, une capacité à connecter l'attaque et le milieu, comme très peu de joueurs, savent le faire. Là, il n'a pas pu imposer cette signature-là et du coup, son entrée a été plus symbolique que structurante. Tu le vois sur le terrain, tu sais qu'il peut changer un match, mais concrètement, il n'a pas réussi à remettre le Real sur ses rails. Et quand un joueur de ce statut entre dans un match fermé et n'arrive pas à redonner une hiérarchie claire au jeu, ça nourrit forcément l'idée d'une équipe qui, à cet instant de la saison, n'a pas encore trouvé la bonne formule pour faire cohabiter tout son talent offensif sans se désorganiser. C'est peut-être ça le fond du problème madrilène aujourd'hui. Le talent n'est pas absent, il est parfois mal ordonné. Il faut aussi parler du milieu, parce que c'est là que ce match a probablement été perdu en silence. Tchouaméni, Camavinga, Manuel Angel au départ, puis les ajustements ensuite. Sur le papier, il y avait de quoi tenir la structure du match,
Mais dans la réalité, le Real n'a jamais vraiment donné l'impression d'avoir un milieu capable de contrôler totalement les transitions. Chouameni a eu des moments corrects, mais pas l'emprise qu'on attend d'un patron de milieu dans un match où ton équipe a autant le ballon. Kamavinga, lui, a traversé le match de manière beaucoup trop irrégulière avec ce mélange de talent évident et de relâchement dans certaines séquences qui finit par faire très mal. Et là, je vais être franc. Sur le premier but et sur plusieurs replis, son investissement n'a pas été à la hauteur. On connaît sa qualité, on connaît sa capacité à corriger les espaces, à porter le ballon, à casser un pressing. Mais justement, c'est pour ça qu'on est plus exigeant avec lui. Quand il trottine sur certaines séquences, quand il ne ferme pas assez vite, quand il accompagne l'action au lieu de la détruire, c'est pas un détail, c'est une faute de concentration. Et à très haut niveau, ce type de relâchement se paye immédiatement. Manuel Angel, lui, a vécu un match beaucoup plus compliqué, mais je suis moins dur avec lui parce qu'il s'est retrouvé dans un contexte très exigeant avec peu d'aide stable autour de lui. Le problème du Real, c'est pas un seul milieu. C'est le manque de cohérence entre eux dans les moments décisifs. Derrière, il y a aussi le cas Trent. Et là, pareil, il faut parler vrai. Son match n'a pas été bon. Il n'a pas donné au Real ce qu'un joueur de son profil est censé donner dans ce type de rencontre. On attend de lui soit une supériorité technique nette dans la progression, soit une vraie influence sur les centres et la qualité de dernière passe, soit au minimum une discipline correcte sans ballon. Or, là, il y a eu trop peu de choses positives pour vraiment défendre sa copie. Il n'a pas tenu son couloir comme il fallait, il n'a pas suffisamment aidé à fermer certaines séquences, et dans un match où Mallorca cherchait justement à attaquer les espaces au bon moment, ça se paie. Je ne dis pas qu'il est le seul fautif, encore une fois, mais je dis que ce type de match rappelle une vérité simple. Quand tu alignes des profils très offensifs ou très spécifiques, tu as besoin d'un contexte collectif très fort pour les protéger. Si l'environnement n'est pas parfaitement huilé, leurs limites ressortent tout de suite. Et samedi, l'environnement du Real n'était pas assez fort, donc les failles ont été visibles, Rudiger et Huijsen ensuite. Et là, je veux nuancer, parce que je trouve que le match de la charnière ne se résume pas à « ils ont pris 2 buts, donc ils ont été nuls ». Ce serait trop simple. Il y a eu des duels gagnés, il y a eu des moments où ils ont tenu l'équipe debout, il y a eu des séquences où sans eux, le Real pouvait souffrir encore plus tôt, mais il y a aussi eu 2 problèmes. Donc, le premier, c'est que Rudiger provoque le penalty, donc forcément, son match garde cette tâche-là. Le deuxième, c'est qu'en fin de match, sur l'action du 2-1, l'organisation défensive du Real est trop fragile pour une équipe qui vient d'égaliser et qui doit au minimum sécuriser le point. Et quand Muriqi finit par marquer dans le temps additionnel, tu ne peux pas t'empêcher de regarder la ligne défensive et de te demander comment une équipe de ce standing laisse encore autant d'espace émotionnel et structurel après avoir sauvé un point à la 88e. C'est ça qui est grave, au fond. Encaisser à ce moment-là, ce n'est pas seulement une erreur de placement. C'est une erreur de maturité collective. Et justement, parlons de Muriqi, parce que son match dit beaucoup sur Mallorca. Il a été dans ce registre qu'on lui connaît, présence, duel, fixation, jeu direct, menace permanente dès que le ballon pouvait être mis sur lui ou autour de lui. Mais ce que je retiens surtout, c'est sa résilience émotionnelle. Il venait d'une période où il avait été très critiqué après la trêve avec sa sélection. Il était touché, on l'a senti ému après le but de la victoire et il répond de la meilleure des manières possibles en offrant les 3 points à son club dans un match énorme pour le maintien. Ce genre d'histoire compte. Et c'est pas du romantisme, c'est du football de haut niveau. Parce que les grandes fins de saison se jouent aussi avec des joueurs capables de transformer leur frustration en énergie utile. Muriqi l'a fait. Et son but, au-delà du symbole, est aussi celui d'un joueur qui a senti que le Real pouvait encore être attaqué après l'égalisation. C'est très important. Beaucoup d'attaquants se seraient contentés de sécuriser le nul. Lui continue, plonge dans la faille et punit Madrid. C'est un but de conviction. Et franchement, il fallait avoir cette conviction-là quand tu vois le poids du maillot en face. Il faut aussi parler de Léo Roman, parce que ce genre de match existe rarement sans un très gros gardien. Et lui, il a été énorme. 5 arrêts, un vrai calme, une autorité dans la surface et surtout cette capacité à gagner des duels face à Mbappé au moment où le match était encore totalement prenable pour le Real. Il y a des gardiens qui multiplient les arrêts parce qu'ils subissent. Lui, j'ai trouvé qu'il dégageait aussi quelque chose de très fort mentalement. À chaque intervention importante, tu sentais qu'il augmentait la confiance de tout son bloc. Et ça, dans un match de maintien contre le Real Madrid, c'est fondamental. Parce qu'à partir du moment où le gardien te dit « je tiens toute l'équipe, ose tenir 10 mètres plus haut, ose gagner du temps, ose défendre plus agressivement », et Léo Roman a donné cette sécurité, là à Mallorca. Le Real a eu 6 tirs cadrés, mais il a marqué qu'une fois en toute fin de match par militant sur coup de pied arrêté. Donc, le gardien a clairement pesé dans le scénario. Et quand tu bats le Real à domicile, il y a presque toujours un gardien qui a livré quelque chose de très grand. Là, on y est complètement. Eder Militão, justement, mérite qu'on s'arrête un instant sur son retour parce que lui, malgré tout, apporte une des rares images vraiment positives de la soirée madrilène. Il revient après sa blessure subie en décembre, il entre, il marque à la 88e minute et à ce moment-là, tu te dis que le Real va au moins sauver le minimum. Son but, il fait du bien sur le moment, il raconte aussi l'importance de sa présence physique dans les 2 surfaces et il peut même laisser penser qu'il pourra peser dans la suite de la saison. Mais le paradoxe, c'est que même cette bonne nouvelle-là a été engloutie par la fin de match raté du Real
Donc, finalement, le retour marquant de Militão existe, mais il reste presque coincé à l'intérieur d'une soirée qui, globalement, tourne mal. Et c'est dommage pour lui parce qu'en temps normal, un retour comme ça, avec une égalisation si tardive, aurait pu devenir l'histoire du match. Là, c'est juste devenu une parenthèse avant le coup de massue finale. À partir de là, la question est simple. Qu'est-ce que cette défaite dit de la suite? Et pour moi, elle dit deux choses. La première, c'est que la Liga est clairement beaucoup plus compliquée maintenant pour le Real. 8 journées restent à jouer, d'accord? Donc, mathématiquement, tout n'est pas mort. Mais psychologiquement, perdre ce match-là, dans ce contexte-là, c'est très lourd. Surtout si derrière Barcelone gagne. La deuxième chose, et c'est peut-être la plus importante, c'est que le Real arrive face au Bayern avec beaucoup plus de doutes qu'il aurait dû. Arbeloa a pris la responsabilité du résultat. Il a insisté sur la nécessité de se tourner immédiatement vers mardi. Et en conférence, il a même reconnu que ce qui lui faisait le plus mal, c'était l'incapacité de son équipe à jouer une bien meilleure deuxième mi-temps. Et je comprends totalement cette lecture. Parce que la vraie faute du Real n'est pas seulement d'avoir été puni sur ses erreurs. La vraie faute, c'est de ne pas avoir repris le match en main après la pause, alors que le contexte l'exigeait. Une très grande équipe menée 1-0 à Mallorca après une première période où elle a eu des occasions doit sortir des vestiaires avec une autorité supérieure. Là, c'est pas ce qu'on a vu. Et ça, contre le Bayern, ce sera impardonnable. Donc moi, ma conclusion, elle est assez simple. Et je vais la dire, franchement, ce match ne dit pas que le Real Madrid est fini, mais il dit très clairement que le Real Madrid n'est pas guéri. Il n'est pas guéri de ses problèmes d'équilibre. Il n'est pas guéri de sa dépendance à certains réflexes individuels. Il n'est pas guéri de ses difficultés à faire cohabiter tout son talent offensif dans un cadre vraiment stable et surtout, il n'est pas guéri de ses trous d'attention. Or, les trous d'attention, c'est ce qui te coûte les titres. Mallorca n'a pas été supérieur sur tout. Mallorca n'a pas dominé le ballon. Mallorca n'a pas empilé les occasions. Mais Mallorca a mieux compris le match. Il a mieux compris quand il fallait frapper, quand il fallait tenir, quand il fallait croire encore. Et le Real, lui, a cru que sa supériorité technique finirait par suffire. C'est jamais comme ça que ça marche dans les fins de saison brûlantes. Là, il fallait de la maîtrise mentale, de la discipline, de l'humilité, de la rigueur sans ballon. Madrid n'a pas mis assez de tout ça. Et à force de ne pas mettre assez de tout ça, il a fini par perdre un match qu'une équipe de ce statut ne devrait jamais perdre de cette manière-là. Et si je dois finir ce débrief comme je le ressens vraiment, je dirais ceci. Cette défaite fait mal au classement, mais elle fait encore plus mal à l'image que le Real voulait donner avant le Bayern. Parce qu'au lieu de montrer une équipe qui maîtrise ses rotations, qui gère la trêve, qui garde sa continuité et qui avance avec confiance, on a vu une équipe qui doute, qui se désunit par moments, qui se fait punir sur ses erreurs et qui n'a pas encore trouvé le bon dosage entre ses stars, ses rotations et son exigence collective. Mallorca, lui, repart avec une victoire immense, probablement une des plus fortes de sa saison, une victoire qui peut compter très lourd dans la lutte pour le maintien et qui a été obtenue avec du cœur, de l'idée et une vraie force mentale. Le Real, lui, repart avec une question très simple qui va maintenant accompagner tout le début de semaine. Est-ce que cette équipe va utiliser cette défaite comme un réveil ou est-ce qu'elle va arriver face au Bayern encore encombrée par ses contradictions? Parce que franchement, ce soir, ce que j'ai vu, c'est une équipe qui a encore énormément de talent, mais qui n'a pas encore résolu son plus grand problème, savoir quel Real Madrid elle veut être quand tout le monde est disponible.